Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time, heure d'Abidjan. Alors que la planète entière en général et la Côte d'Ivoire en particulier a soif de connaître l'avenir politique de Laurent Gbagbo, de retour dans son pays depuis jeudi 17 juin, après s'être rendu le 20 juin à l'office du dimanche au sein de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, où il avait demandé une messe d'action de grâce, Laurent Gbagbo a déposé hier lundi 21 juin au tribunal d'Abidjan une demande de divorce d'avec son épouse depuis 1989, Simone Eive Gbagbo. Information d'ailleurs confirmée par l'un de ses avocats, Maître Claude Maintenon. Officiellement, c'est en raison du refus réitéré depuis des années de Dame Simone Eive de consentir à une séparation amiable, précise le communiqué, que Laurent Gbagbo s'est résolu à saisir ce jour, c'est-à-dire le 21 juin, le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. Fin de citation. De l'avis de nombre d'observateurs, ce divorce pourrait peser sur l'avenir du parti que Simone Eive Gbagbo a cofondé avec Laurent Gbagbo en 1982. Ils étaient alors en clandestinité. Elle est encore la seconde vice-présidente du FPI GOR. Entendez, Front populaire ivoirien, Gbagbo ou rien. À l'annonce de cette décision, la toile s'est enflammée. Et le capital sympathie de l'ex-première dame n'est pas très loin, n'est pas loin de tomber, madame, monsieur. Tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Debert Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Retour de Laurent Gbagbo. Quelle signification pour en parler? Nous avons invité en plateau ce soir Barrister Tamfou Richard. Barrister, you're welcome. Thank you, Serge Alain. Good evening, and good evening to my co-panelists. Good evening to all those Cameroonians who are watching Equinox Soir. Good evening, special greetings to the national president of the Cameroon Renaissance Movement, who is actually watching this program. And good evening to all those political prisoners who are prisoners of the regime, because after the last presidential elections and other elections, Cameroonians were just arbitrarily arrested and they are presently in the cells and prisons of the Republic. So my sympathy goes to them, and as well as to hundreds of refugees, Anglophone refugees who are victims of the Anglophone crisis and who are living in undeplorable conditions. My sincere greetings to them. Ok. À côté de vous, Dr Davaris Moutou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes. Un bonsoir particulier à vos millions de téléspectateurs, particulièrement les millions de Camerounais qui ont littéralement embrassé la cause de la Côte d'Ivoire en général et celle du président Gbagbo en particulier, au point où, comme Gbagbo le disait encore l'autre jour, quand il est rentré après la haie, quand il est parti à Bruxelles, il y avait la maison était tellement envahie de Camerounais qu'il se disait qu'il était Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont travaillé là-dessus. Il y a jusqu'aux avocats camerounais, notamment Maître Kadi. Et tout le monde sait que dans le procès de Gbagbo, une bonne partie des archives qui ont aidé la défense de Gbagbo étaient de manière sécurisée au Cameroun. Donc un merci particulier à tout cela, car le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas combattu une cause vaine. Il y a un résultat, c'est le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et ils ont fait le bon choix, le choix de l'histoire. Voilà. Docteur Marcelin Bema, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge. Vous êtes à votre place là, hein? Ah, c'est vous le maître du plateau. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs. Bonsoir aux militants du RDPC. Bonsoir aux communicants. Bon, je m'en voudrais ne pas dire bonsoir à une dame une dame de cœur, oui. Madame Com Lucrèce, qui gère notre espace de réunion à aider nous les natifs du quartier d'Amour. Je vous en avais d'ailleurs parlé. Donc, natifs du quartier d'Amour. Je lui dis ici
par ma modeste voix, oui, quartier d'amour. Je connais, il est rendu célèbre par un certain Massing Benjamin. Oui. Il est natif de ce quartier. Regrettez mémoire, Massing Benjamin. Et ancien chef de quartier. Tout à fait. Donc nous disons un remerciement ici à cette dame qui nous offre tout le temps son espace pour faire notre réunion. Et je m'en voudrais ne pas dire bonsoir à un de nos fidèles de cette émission, M. Kobla, qui est Xavier, M. Kobla Xavier. Okay. Bon Serge, le week-end passé, nous étions à Mouankou. Vous avez fini de saluer? Oui, je continue. C'est dans l'association des anciens collégiens du Mouankou. Allez-y. Qui était ce week-end remettre les prix aux meilleurs élèves méritants. Nous avons remis plus de 200 prix aux élèves méritants du Mouankou. Ouais. Okay. Le collège devenu lycée de Mouankou. Vous n'avez pas coupé le pont, hein, vous encouragez les autres à être comme vous. Bien sûr. Voilà. Okay. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci. Vous n'avez pas salué votre président national, le président Biya, vous ne le saluez pas? Non, le fait que je sois là, c'est déjà une salutation. C'est automatique. C'est automatique. Pas besoin d'en parler tout le temps. Okay. Mais quand je suis là, c'est qu'il est salué. Il se sent salué. Le président Biya se sent salué? Oui. Ok. Bonsoir à vous, Éric Pépin Bikaï. Bonsoir Serge, bonsoir à l'ensemble de mes copanélistes et bonsoir à nos milliers de téléspectateurs. Surtout bonsoir à nos élèves de la classe de première qui affrontent le probatoire depuis lundi, donc depuis hier. Et cette fois-ci, les nouvelles qui nous reviennent sont de nature à indiquer que c'est l'APC APC qui a été scrupuleusement appliqué. Nous regrettons un peu cette malentendu, en fait, cette surprise qui a été servie aux élèves de la classe de terminale. Nous pensons qu'avec les élèves de première, cela sera corrigé jusqu'à la fin de l'examen. Ok, voilà, nous prenons la direction d'Abidjan. Je crois qu'il est déjà là, on l'a vu avant ce plan. Voilà, bonsoir Eric Yombi, il est 18h, je crois 10 minutes à Abidjan, où vous êtes à ce moment. Eric Yombi, bonsoir, bienvenue. Dites-moi, est-ce que cette nouvelle du divorce vient... Comment elle est perçue là-bas? Dites-nous l'ambiance à Abidjan, depuis que cette nouvelle est connue du monde entier, le divorce. Bonsoir à vous, bonsoir également aux copanélistes. C'est vrai que cette nouvelle n'est pas arrivée de manière inattendue. En réalité, dans les coulisses, il se disait déjà, bien entendu, qu'il y avait une séparation dans l'air. Mais bien entendu, ce communiqué est arrivé pour confirmer les rumeurs qui étaient déjà, n'est-ce pas, diffusées. Beaucoup de personnes n'étaient pas surprises. Vous savez comment la personnalité du président Gbagbo irradie la vie politique en Côte d'Ivoire, on s'est focalisé bien entendu plutôt sur sa personne, sur son retour, sur la réconciliation. Et puis il y a cette dame à côté, Nadia Bamba. Beaucoup pensent qu'elle pourrait faire l'affaire pour la suite, l'avenir politique avec le président Gbagbo. Et ce n'est pas un fait divers, mais beaucoup d'Ivoiriens, particulièrement ici à Yopougon, un foyer très très baguiste, on pense ici qu'il va continuer son parcours avec celle qui comprend bien entendu sa cause. Bon, je reste avec vous un instant, Eric Yombi. Comment comprendre? On a un petit souci avec le timing. Il est arrivé jeudi et lundi, demande de divorce. Bon, certains ont voulu comparer avec Mandela. On sait quand même que Mandela est sorti de prison le 11 février 1990, mais c'est en 92 qu'il a introduit sa demande de divorce, et le divorce a été prononcé en 1996. Mais là, Gbagbo arrive le 17 et le 21, soit 4 jours après, c'est déjà le divorce. Le président Gbagbo veut faire, entre guillemets, le nettoyage autour de lui aussi rapidement? Ce que vous savez sans doute, c'est que le président Gbagbo ne s'est pas encore exprimé sur grand-chose. Si ce n'était qu'il a dit un mot de remerciement le 17 au soir lorsqu'il est arrivé, pour bien entendu témoigner toute l'attention qui lui a été portée. Sont ces gestes, c'est à travers les dits des autres, bien entendu, qu'on communique pour le président Gbagbo. Ce que nous savons, ce que nous constatons, ce que nous analysons pour le moment, c'est que le président Gbagbo a envie de prendre une direction dont on ne sait pas laquelle, mais on a bien l'impression que le président Gbagbo est en train de nous amener dans un chemin dont lui pense que ce serait le chemin de la réconciliation.
De plus en plus, il est en train de tracer les grandes lignes de l'homme qui sera, à savoir un homme de la réconciliation, un homme qui va prôner la paix. D'ailleurs, je vous rappelle ces mots du prélat qu'il a prononcé. Le prélat a prononcé ces mots dimanche dernier lors de l'homélie. C'était bien entendu, n'est-ce pas, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et il a dit ceci, je cite, qu'il veut du président Gbagbo. Le président Gbagbo a décidé d'être un catholique militant. Un catholique militant, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est un catholique qui ne va pas seulement à sa chapelle, à sa paroisse. C'est un catholique, bien entendu, qui milite pour la cause de la paix. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, un catholique qui doit militer pour la réconciliation. Donc, ce que nous voyons du président Gbagbo, les autres parlent pour lui, mais il se dessine de plus en plus le fait qu'il est en train d'arranger, d'améliorer sa communication, d'améliorer son entourage, ou alors de rendre son entourage différent, parce que la figure qu'il souhaite être dans le futur, c'est une figure qui sera foncièrement différente de celle qui fut par le passé, mais une différence qui s'exprime au sens, n'est-ce pas, de la grandeur, au sens de l'entrée dans l'histoire, au sens de faire les autres choses, au sens de faire les choses avec les autres personnes. Alors, s'il a choisi de revenir à la maison catholique, ce n'est pas bien entendu pour rien. Donc, il y a toute une communication qui entoure le président Gbagbo aujourd'hui, et c'est certainement pour annoncer les grands traits d'une autre vie politique, ou alors, si vous voulez, d'une variante politique qui souhaite désormais, n'est-ce pas, entrer d'ici peu. Voilà, merci Eric Yombi, on revient à vous dans un instant. Docteur Davaris Goudjou, comment comprendre ce timing-là? 4 jours seulement après être rentré au pays, le président Gbagbo décide, c'est-à-dire il sort où on l'attendait le moins. Très sincèrement, Serge Alain, je suis un peu gêné de parler de la vie privée du président Gbagbo. D'autant plus que ce soit le continent africain, que ce soit la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup, c'est vrai. C'est du privé pour des hommes publics. Voilà. Ça devient un peu public. Voilà, ça devient un peu public. Oui, c'est un peu gênant. D'abord, la posture de l'homme. Oui. La posture de l'homme, en tant qu'Africain, il est quand même marié depuis un peu plus de 30 ans avec Simone. Il a beaucoup souffert avec Simone. Simone l'a beaucoup soutenu. Il faut peut-être noter qu'ils sont pratiquement cofondateurs du FPI en 82, donc bientôt 40 ans. L'année prochaine, ça fait quand même 40 ans. Ils ont plusieurs enfants ensemble. Ils ont fait la prison sous Houphouët ensemble. 2 filles ensemble. Oui, 2 filles. Ils ont fait la prison sous Houphouët ensemble. Ils ont été libérés ensemble. Ils ont fait la prison sous Ouattara ensemble. Ils ont été arrêtés ensemble. Donc moi je pense que très sincèrement, surtout le timing, on pouvait espérer. Ils pouvaient attendre un peu? Un peu plus. Et moi j'étais particulièrement choqué. C'est vrai que ce qu'on a vu à l'aéroport, je me suis dit, parce qu'en fait tout le monde a regardé le timing. Il y aurait d'abord l'avocat de Gbagbo qui aurait signifié à Simone qu'elle n'était pas la bienvenue à l'aéroport. C'est d'abord choquant parce que c'est son époux, même s'il y a des problèmes dans le foyer, ils n'ont pas divorcé. Et les deux, ils ont fait 10 ans sans se voir, 10 ans qui étaient marqués par une tragédie où chacun était en prison de son côté. Maintenant, même quand vous avez quelqu'un, quel que soit le problème, quand il vient quand même vous accueillir quand vous venez de quelque part d'un malheur, vous l'accueillez au moins. Il est arrivé jusqu'à l'aéroport et on a vu le geste qui s'est passé. Je me dis que c'était un peu déplacé. Mais derrière cela, je pense quand même que celle qui n'est pas encore son épouse, qui s'accompagne, parce qu'ils ne sont pas officiellement mariés, Nadi Bamba, joue un rôle important. Parce qu'en réalité, on a vu comment à l'aéroport, elle essaie de s'imposer. Moi, je pense que Gbagbo, c'est un monument qui a une certaine image qui représente un certain symbole pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, et nous pensons que ce type de comportement dans un timing comme celui-ci peut participer à affaiblir ce qui est plus important pour la Côte d'Ivoire. Particulièrement, commençons par son parti, parce que le parti, le FPI, est déjà extrêmement divisé. Il y a une aile qui est fidèle à Finguesson, il y a une aile qui lui est fidèle, et une personne comme Simone est aussi très influente, parce qu'il faut bien avouer qu'elle avait un certain nombre de pouvoirs importants en Côte d'Ivoire. Il faut bien noter quand même que au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, elle a un rôle important. C'est vrai qu'en fait, ça rentre peut-être un peu dans ce que notre ami Eric nous disait tout à l'heure. C'est un symbole aussi que le président Gbagbo, dès qu'il rentre directement à l'église catholique. Car pendant un certain nombre d'années, il était plus du côté des églises évangéliques qui sont très chères à l'ex-première dame Simone Gbagbo. Et pour cela, c'est vrai que certains prophètes évangéliques faisaient beaucoup de prédictions entre guillemets, qui ne se réalisait pas, mais à côté, elle avait quand même une influence importante. Parce que nous notons quand même que le chef d'état-major
Philippe Mangou, qui, moi je le considère toujours comme... Le général Mangou. Le général Mangou, qui est un traître, c'est quand même le cousin de Simon. Et il avait été fort. Les termes, je vous en prie. Bon, oui, enlevez le mot traître. Oui. Mais quand vous trahissez une cause, vous devenez un traître. Mettez le mot qui vous sied. Et quand même le cousin de Simon, et qui avait fortement recommandé Philippe Mangou. Or, avec ce type de pression, je pense qu'à un moment, quand le président Gbagbo a vu que les prophètes, entre guillemets, prédit ceci, cela, sous l'influence de mon épouse, il ne s'est pas réalisé. Maintenant, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il rentre directement à l'église. Mais à côté, quand même, parce que dans le communiqué du cabinet d'avocats, il est dit quand même qu'il y a eu des tentatives de séparation à l'amiable. Or, dans le contexte, même du point de vue légal, étant marié avec un acte monogamique. Non, le communiqué dit que, en raison du refus réitéré depuis des années de Dame, Simone et Yvain, de consentir à une séparation à l'amiable. Oui, exact. Ça veut dire que en réalité, ils disent que c'est depuis des années qu'ils travaillent dessus. À se séparer, c'est vrai. Mais quand Simone elle a quand même 72 ans. Lui-même, il a quel âge? 76 ans. Alors, est-ce que nous pensons que c'est à 72 ans en Afrique? C'est rare. Hein? C'est très très rare de voir des gens qui divorcent quand même à 76 ans. Qui divorcent quand même à 72 ans. Je veux dire, même pour le symbole, je pense qu'on pouvait faire autre chose. Est-ce que dans le contexte en Côte d'Ivoire, la polygamie pouvait être une solution, qu'il continue à être... Puis il n'est pas avec Nadi Bamba. Aujourd'hui, il est avec Nadi Bamba depuis les années 2000, ça fait quand même un peu plus de 20 ans. Est-ce que Simone, là, un jour interdit de rencontrer ou de vivre sa vie avec Nadi Bamba? Je doute. Donc moi, je pense qu'on pourrait faire beaucoup d'autres choses par cela, surtout dans le contexte. Nous sommes dans un contexte où le président arrive à l'aéroport. Premièrement, avant son arrivée, les autorités à Abidjan veulent qu'il y ait un comité plutôt restreint, 4 à 5 personnes maximum. Mais les autorités mettent quand même un peu d'eau dans leur vin, peut-être avec les débats que vous faites à la télé, avec les conseillers. On dit, ok, ils peuvent arriver en Côte d'Ivoire, tout est organisé pour eux. Mais quand le président arrive à Abidjan, il y a des coups de feu, il y a les lacrymogènes, il y a quand même 2 morts, il y a de nombreux blessés, il y a au moins 40 arrestations. Jusqu'autour de l'aéroport, au Fort-Boigny, il y a des coups de feu qui sont entendus. Dans un contexte comme celui-là, on est dans un contexte où il y a quand même certaines tensions dans l'air. Est-ce que ce n'était pas peut-être mieux pour le président Gbagbo de laisser que la tension baisse un peu? Comme vous le dites, ce n'est que 4 jours après. De laisser, est-ce que la priorité c'était à tout prix cela? Moi, je me dis que ça risquerait d'avoir un impact négatif sur le parti et peut-être même sur l'avenir. Pourquoi? Parce que Simone, elle est toujours deuxième vice-présidente, comme on l'avait souligné, du FPI. Et c'est une dame de fer et beaucoup de personnes... FPI Go. Oui, FPI Go, donc Gbagbo ou rien. Ça veut dire c'était les personnes les plus... Que dirigeait Abdourahmane Sangaré. Justement. Qui est décédé en 2018. Exact. Qui était l'ami fidèle de Gbagbo. Ouais. Lui, c'était Gbagbo ou rien. Ça veut dire que c'était des personnes, pour elle, Simone, elle est des personnes qui pensaient que Gbagbo ou rien. Et je pense que ce n'est pas la meilleure manière de remercier une personne, même si ce n'était pas votre épouse qui a fait tout cet effort. Voilà, docteur Marcelin Bema, sur le timing, est-ce que ça va impacter sur la suite des événements? En fait, pour la suite des événements, comme il y aura événements, je pense que ça me réconforte dans la position où on me dit que ça a été de longues négociations, des choses qui se sont passées de façon sous-jacente, qui envoient Gbagbo. Maintenant, Gbagbo peut en train de mettre son plan en exécution. Ça peut faire... On dit quand même que 4 jours après son retour, est-ce que ça ne pouvait pas attendre? Est-ce que 4 jours, c'est pas trop? Il a son planning, il a son timing. Donc il est en train de respecter son timing. Moi, je pense que c'est pour cela qu'il va assez vite. Parce que ça ressemble un peu à Nelson Mandela. Oui. Voilà. Mais Nelson a attendu 2 ans au moins. Oui, mais lui, il a attendu 2 ans. Peut-être lui n'a pas beaucoup de temps à attendre. C'est pour cela qu'il va très vite comme ça. Là. Parce qu'en fait, rien n'explique cela. Rien n'explique cela. Nous sommes en Afrique. Les gens de 72 ans ne divorcent pas. Non. Ah bon? Oh non, il a même 76. Oui, il a 76 ans. Ça ne divorce pas chez nous. Simon a 72 ans. Par rapport à nous, nous sommes tous de culture africaine. Et Nadi Bamba a 47 ans. Elle n'est pas aussi jeune. Mais elle vit cette relation avec Gbagbo depuis. Donc, comme disait mon collègue, il pouvait asseoir ce divorce-là dans cette vitesse. Parce que c'est trop précipité. Mais qu'est-ce qui s'assède d'abord? À peine il vient d'arriver, les mêmes gens qui sont allés l'accueillir, que penseront-ils? Parce que parmi les siens, il y a plein qui sont chez sa femme, de Simone. Voilà, qui sont devant de Simone. Comment ils vont commencer à penser à l'instant? Ça veut dire que ça peut être, ce n'est même plus 2 camps, ça peut être 3 camps maintenant.
Parce qu'il y a le camp de la femme, le camp de Gbagbo. Donc le FPI sera fragilisé davantage. Tout à fait. Avec cette décision. Tout à fait, avec des composantes de peut-être une aile pro-Simone. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire, Serge. L'aile pro-Simone qui hier a chanté l'arrivée, la victoire de Gbagbo, aujourd'hui se rend compte que maintenant, l'arrivée de Gbagbo n'est plus ce qu'ils ont pensé. Moi, je pense que c'est de ça qu'il est question. Ok. Voilà, Barista, Simone Yves Gbagbo, comme on le dit, il y a quand même beaucoup de sympathisants dans ce FPI-là. FPI, il y a le FPI Gore, Gbagbo-Orien, le FPI, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo. On va vers une troisième branche. C'est votre avis aussi? Bon, c'est pas très... Avec ce divorce-là qui a annoncé? C'est pas très facile de parler de la vie privée des gens. Vraiment. C'est difficile de... Mais c'est des hommes publics. Oui, c'est une personne publique, mais je dis, c'est eux qui vivent ensemble leur relation. Et nous savons très bien quel est le poids de ces deux personnalités dans ce parti politique. Si après tout ce temps, peut-être, ou bien pendant le règne de Gbagbo, ou bien pendant ces agitations, il a peut-être constaté soit des petits signes de trahison de la part de sa femme, parce que rappelez-vous que sa femme avait été graciée bien avant lui. Donc, dans leur relation intime, je ne peux vraiment pas dire ce qui lui motive. Mais je veux regarder la signification de son retour en Côte d'Ivoire, plutôt sur le plan, ce qu'il va apporter. Parce que nous savons bien que la Côte d'Ivoire a été très bouleversée quand il s'agit des élections. Et ce qui a amené Gbagbo à la CPI, c'était les élections de 2011. 2010 Oui, 2010, ça veut dire 2011. Décembre 2010. Donc, son retour, pour moi, je vois ça sur un champ soit de venir apaiser les tensions qui sont en Côte d'Ivoire. Mais lorsque tu vois comment il se comporte, peut-être en déposant d'abord la demande de divorce. 4 jours après. Peut-être, soit il soupçonne sa femme d'être soit impliquée dans ces troubles avec la justice, ou bien peut-être elle s'est peut-être ralliée avec ses adversaires, ou bien il constate qu'il y a déjà quelque chose qui ne tient pas. Peut-être il veut l'écarter. Ça peut aussi être que c'est l'influence de la deuxième qui est en cours. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans la tête. Mais je pense que nous devons regarder son arrivée, son retour en Côte d'Ivoire pour comprendre que M. Gbagbo est revenu. Est-ce que les Ivoiriens vont revivre en paix? Est-ce qu'il pourra rapporter la paix? Parce que ceux qui ont été des victimes pendant son régime sont aussi en train de penser que vraiment justice ne les a pas été rendue. Comment est-ce qu'il va ménager ces différentes consciences? Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas oublié tout ce qui s'est passé. Donc, il faudrait... Moi, je veux regarder, je suis déjà en train de vouloir suivre comment est-ce que son retour va apporter à la population. Et quand tu essaies de regarder, rien n'est vraiment, tout est encore flou. Okay. Donc, je pense qu'on doit vraiment l'observer et essayer de suivre ses gestes. Je ne pense pas que s'il décide aujourd'hui de pouvoir se séparer de sa femme, sûrement il a une cause très, très importante. Et vous voyez, il a embrassé l'Église catholique. Voilà. Peut-être il est en train de se repentir ou bien je ne sais pas trop quoi. Bon, il faut seulement qu'on essaye d'être vivant. Éric Pépin Bikaï, il a dit, dimanche, Laurent Gbagbo rentre à l'Église catholique romaine. Lundi, il dépose le demande de divorce. Comment comprendre cet enchaînement d'événements? En réalité, ces événements sont de nature un peu à s'interroger sur l'avenir politique réel du président Laurent Gbagbo. Je suis tout à fait d'accord de l'atmosphère qui règne sur ce plateau parce que pour la plupart sont pro Gbagbo. Et lorsqu'il s'agit de parler de son idole, parfois c'est pas si évident que ça. Donc, on est obligé de convoquer l'espace public ou bien l'espace privé. Mais il faut quand même dire que moi ça me gêne un peu. Déjà ce retour, il est teinté d'un élément que la plupart des Africains n'ont pas relevé. Je ne comprends pas pourquoi Gbagbo est allé en prison avec son ministre. Ils ont fait tout ce temps ensemble parce que Légoudé a été transféré à La Haye en 2014, arrêté en 2013. Et Gbagbo lui a été transféré en 2011, si je ne me trompe pas. Oui, en 2011. Donc, respectivement, 10 et 8 ans de détention. Ils ont été disculpés, alors acquittés ensemble. Ben. Et maintenant, dans les négociations, les tractations, Gbagbo lui soit à rentrer en héros, Légoudé soit resté à Bruxelles en zéro.
moi ça me gêne un peu, ça me cause un peu un problème. Parce que quoi? Il y a eu des négociations. Jusqu'à date, le dernier gouvernement de Gbagbo, Blé Boudé y était ministre en charge de la jeunesse. Donc il était en prison avec l'un des membres de son gouvernement. Donc, il aurait été plus plausible pour Gbagbo soit d'acheminer d'abord Blé Boudé vers sa terre natale, soit de rentrer dans sa valise avec Blé Boudé, puisque les deux ont été transférés au tribunal pénal international et ils ont été acquittés ensemble. Ça n'a pas été fait. Gbagbo est rentré seul, voulant être le seul héros dans cette histoire de justice internationale. Non, attends, vous allez évoquer le problème de passeport, mais j'ai dit... Oui, mais est-ce que c'est négligeable? Ça peut ne pas être négligeable. Ça peut ne pas être négligeable. Il n'a pas encore de passeport. Le problème, c'est que... Il demande à la CPI de l'aider à avoir un passeport. Charles Blé Boudé. Sur ce plateau, vous avez convoqué à plusieurs reprises Nelson Mandela. Oui. Les gens s'étonnent pourquoi... En fait, les gens n'ont pas demandé pourquoi Nelson Mandela était le dernier à sortir de la prison le 11 février 1990. Oui. Mais parce que dans la négociation, il avait exigé que ses compagnons incarcérés sortent avant. Ils sont les Walter Sissoulou, par exemple. Walter Sissoulou, Van Beki, ils sont sortis longtemps avant. Quand il s'est assuré que ses compagnons étaient sortis, il est sorti de prison en héros. En fait, donc vous dites que ça aurait pu être un package, le président Laurent Koudouba. Dans les négociations, je vais demander à ce que son ministre de Charles Blé Boudé, oui, obtienne préalablement son passeport avant le sien. Parce que Blé Boudé, non seulement c'est son ministre, c'est son fils. En fait, moi je considère Blé Boudé comme étant son héritier politique. Bon, ok. Si on saute ça, parce qu'en réalité, je comprends ce que ça peut donner dans la tête de tout, mais je crois quand même que Gbagbo devait être dans cette lignée-là. Rentrer en Côte d'Ivoire avec son ministre Blé Boudé. Ou bien envoyer Blé Boudé en éclaireur. Voilà, pour préparer le terrain. Oui. Bon, maintenant, Blé Boudé risque de rentrer en Côte d'Ivoire incognito. C'est-à-dire, on va lui remettre son passeport dans un couloir diplomatique et puis il va rentrer, quel qu'en soit le cas. J'ai confiance à son charisme, c'est quelqu'un qui a un aura très fort. Donc ça ne sera certainement pas incognito. Maintenant, lorsque Gbagbo arrive, on a comme l'impression qu'il est venu divorcer. On a comme l'impression qu'il est rentré en Côte d'Ivoire pour divorcer. C'est vrai, il y a les préalables. Qu'il avait émis ce vœu-là de pouvoir se séparer de son épouse Simone Gbagbo. Mais il serait également, malhonnête de ne pas dire le rôle qu'a joué Simone pour la gestion du pouvoir de Gbagbo en Côte d'Ivoire depuis 2002. Après le coup d'État manqué, Simone est l'une des rares politiciennes à avoir démantelé l'accord de Marcoussis, avoir refusé officiellement son implémentation sur le territoire ivoirien. N'oubliez pas que Gbagbo, lorsqu'il quitte Paris, il vient en Côte d'Ivoire dans l'esprit de pouvoir appliquer l'accord de Marcoussis. C'est Simone qui lui dit, tiens, il ne sera pas appliqué. Et ça s'est enchaîné avec d'autres accords, Lomé-Accra. Donc, remercier cette dame de cette manière-là, moi je trouve que c'est pas gentleman. Comme on a coutume de dire au quartier, on a comme l'impression que le président Gbagbo veut nous gâter le marché. Parce que ça montre un peu les signes d'un homme qui n'est pas loyal. À 72 ans, tout le monde est d'accord. À 76 ans, tout le monde est d'accord sur le plateau qu'on ne divorce pas à cet âge-là. Et on ne divorce pas avec ce type de femme qui a un tel parcours. Les choix, ils ont été faits de manière collégiale. Ils ont fait la prison ensemble. Ils ont cofondé le FPI en 82. Ils ont fait la prison sous Fouette. Ils ont fait la prison sous Ouattara. Donc, ils assument leur parcours politique. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que Gbagbo soit allé à l'église pour montrer maintenant qu'il était catholique. Mais il était catholique avant. Il ne faut pas l'oublier. Il n'était pas évangéliste. Il était catholique avant. Et il y a un pasteur Koné qui avait tu connais certainement le pasteur Koné, qui avait reçu à aller convaincre le couple à devenir des évangélistes. Et accessoirement, ça se disait à Abidjan, ils ont rejoint la branche de l'église évangéliste de Condoleezza Rice, à l'époque qui était secrétaire d'État. C'était un peu ça le lobby qui gérait le pouvoir à Abidjan. C'est-à-dire une bonne dose d'idéologie patriotique, mais également un courant évangéliste assez fort. Où, quel qu'en soit le cas, madame Simone Éveillé Gbagbo pouvait militer, parce qu'en réalité, la foi dans la maison, elle est d'abord féminine, avant d'être transmise au reste des membres de la famille. Donc, je trouve ce timing choisi par le président Gbagbo qui manque un peu de méthodologie. Et vous avez vu la réaction sur la toile. Il y a par exemple une Camerounaise qui a fait un post dessus que j'ai dit, lui avait attention. C'est très violent, mais c'est teinté aussi de beaucoup de vérités par rapport à la situation actuelle qui prévaut au sein du couple Gbagbo.
Voilà. Oui, rapidement, on va suivre Eric Gombi. Très rapidement, par rapport à Marcoussi, une des personnes qui conseille Babo, c'est un Camerounais. Il est à Yaoundé, il n'est pas là et tout. Puis en réalité, à Marcoussi, Babo était séquestré en réalité. Ouais. Il ne rentrait pas vivant. Il ne signait pas. Quand il prend son téléphone, il appelle le prince de Vomeka, il lui dit accepte d'abord. Dès que tu arrives au Cameroun, dès que tu arrives en Côte d'Ivoire, tu refuses. C'est la politique très avancée. C'est ce qui est au couloir. C'est pas Simon. Simon, le reste, c'est après. Quand vous êtes avec les dinosaures, acceptez d'art. Quand tu es chez toi là, dis que tu ne connais rien là. Les décisions se prennent en Côte d'Ivoire. Maintenant, par rapport à Blé Goudé, la constitution ivoirienne est claire. Babo est ancien chef d'État. Et la constitution lui reconnaît un certain nombre d'avantages. Blé Goudé, il est ministre pour vous et moi. Mais le gouvernement ivoirien actuel n'a jamais reconnu Blé Goudé comme ministre. Puisqu'il était là, il était membre d'un gouvernement qui n'était pas reconnu. Donc dans le contexte actuel, on ne peut pas accuser Babo de n'être pas rentré avec Blé Goudé. Premièrement, de manière pragmatique, quand ils sont d'abord acquittés, avant d'être acquittés, Babo revient à Bruxelles, chez Nadi Bamba. Mais Blé Goudé ne peut pas se le passer parce qu'il est à la haie. Jusqu'à l'heure actuelle, Blé Goudé est à la haie. Une question de passer. C'est pas au pouvoir de Babo de décider cela. Les gars qui ont décidé de déporter et Babo et Blé Goudé, ce sont les responsables de la CPI. C'est pas Babo qui a décidé. Donc c'est pas Babo qui décide de rentrer avec Blé Goudé ou pas. Mais ce que je pense, c'est que Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire en tant qu'un super héros. Surtout avec le contexte de divorce et tout le reste. Blé Goudé va arriver en Côte d'Ivoire comme un grand rassembleur. Ok. Eric Gombi, qu'est-ce qui se dit là-bas en Côte d'Ivoire sur Blé Goudé? Sur le retour de Charles Blé Goudé. Déjà, permettez que je revienne sur un certain nombre d'éléments par rapport aux questions que vous avez posées précédemment. Je pense qu'il y a un jeu souterrain qui est en train de se passer en ce qui concerne Nadi Bamba et Simone Bagbo. Vous savez, déjà, l'Église catholique n'accepte pas la polygamie, vous le savez sans doute. Et à côté de cela, ce que je constate, voyant, n'est-ce pas, Nadi Bamba, qui est de formation communicatrice, vous savez qu'elle a une formation en communication, je pense qu'elle tient en ce moment les rênes de la communication du président Gbagbo. C'est elle qui est certainement en train de tout diriger. Et vous voyez très bien qu'il y avait une femme de trop. Et s'il y avait une femme de trop, ça veut dire qu'en ce moment, c'est elle qui tient véritablement les rênes. Et il fallait bien entendu opérer un certain nettoyage pour que ce soit bien entendu l'épouse vue, mais aussi au sens catholique, que ce soit bien entendu la future épouse, vu que la polygamie, du moins, vivre avec deux épouses, ce ne serait pas accepté du point de vue de l'Église catholique romaine. Et je vais vous fournir un autre élément, et ce serait surprenant aux yeux, j'allais dire, n'est-ce pas, en ce qui concerne les lunettes camerounaises. Le président Gbagbo, ici, vous devez le savoir, même au sein de ses partisans, il est perçu comme un homme à femme. Vous devez le savoir sans doute, c'est un séducteur. Et dans son parcours de papa, de géniteur, vous savez bien entendu qu'il a plusieurs enfants avec des mamans différentes. Donc dans l'imaginaire ivoirien, c'est un très très gros séducteur. Maintenant, il y a aussi eu bien entendu un panéliste qui a relevé le fait que le Blé Goudé reviendrait incognito. Déjà, il faut bien préciser ceci. C'est le gouvernement ivoirien qui décide d'octroyer les passeports à qui il veut, et vous pouvez le relever si vous voulez. Il appartient au président Gbagbo de décider de revenir avec son ministre Blé Goudé. Mais vous devez savoir que dans les négociations, en ce qui concerne la venue de Blé Goudé n'est pas reconnu par l'actuel gouvernement comme étant un ministre, vu qu'il a été nommé, n'est-ce pas, après la prise post-électorale de 2010. Donc, dans les négociations, ce qui pesait lourd, c'est bien entendu le fait que Gbagbo a été ancien président de la République et qu'il lui revenait qu'il soit traité avec un certain nombre d'égards. Maintenant, pourquoi n'est-il pas revenu, Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé n'est pas revenu parce que pour le moment, il n'a pas de passeport. Maintenant, je pense que le fait qu'il n'ait pas de passeport, ça relève maintenant de la réalité politique qui existe dans le champ ivoirien. Vous savez, nous sommes dans une étape de transition en ce qui concerne le président Ouattara et même le président Gbagbo. L'avenir politique en Côte d'Ivoire est en train de se façonner avec des nouvelles figures. C'est notamment, n'est-ce pas, la figure émergente Adama Bitogo du RHDP, et on parlera bien entendu des autres. Donc, dans ce champ politique qui est en train de se reformer, de se renouveler, Blé Goudé arrive comme un acteur qui aura beaucoup plus de poids face aux autres. Et je pense que, en ce qui concerne les yeux du pouvoir actuel, il est prévu qu'on lui mette un certain nombre de pots de banane sur sa route
pour que lui soit difficile, n'est-ce pas, le chemin du retour. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il reviendra. Peut-être reviendra le plus tard possible, mais il reviendra. Et sachez-le, lorsqu'il reviendra, il reviendra en héros. Et c'est bien entendu qu'on le verra sur la place Figayo à Yopougon, n'est-ce pas, pour haranguer les foules. Donc, pour le moment, ce que nous retenons, c'est que, en ce qui concerne Blé Goudé, il reviendra. Mais pour le moment, il n'a pas de passeport pour revenir en Côte d'Ivoire. Voilà. On a compris, Charles Blé Goudé il a justement fait la demande à la CPI de l'aider à avoir un passeport. Voilà, Barista, cette situation, on l'a dit, le FPI va forcément en pâtir sur voilà un troisième courant qui va naître. Charles Blé Goudé qui est encore, bien qu'il soit acquitté. Comment comprendre cette décision? Yes, Est-ce que la CPI ne devrait pas accélérer les choses, peut-être faire pression, on va le dire comme ça, sur le gouvernement ivoirien pour qu'il ait son passeport, lui aussi? I think Eric Yumbik has just made mention of the fact that to issue passport is the sovereign, the Ivory Coast is the sovereign authority or the sovereign body to issue a passport. And without repeating myself, to tell you that Blé Goudé was not a minister in the government, in the present government. They don't consider him, they don't give him that status that Gbagbo is benefiting today, because what has really accelerated procedure with respect to Gbagbo is his title of being former head of state. So I think maybe the application that he has made for his passport to be issued, definitely it will be issued, because I don't see why after they have acquitted you and you are now a free citizen, you can move freely, and your country will deny you a passport. I think we just have to continue pushing the authorities of Ivory Coast, these lawyers who are following up the application, so that they should understand that Blé Goudé is now a free man. He has been acquitted of charges of crimes against humanity and war crimes, and that if he's a free man, it is a right for him to have a passport. So it's not the International Criminal Court that will put pressure on the Ivorian authority. No, his partisans or people, his lawyers who are behind the file should be able to put the necessary pressure to the Ivorian authority so that his passport should be issued. I don't see any reason why they should withhold his passport. He should benefit from his freedom of movement as he wants, because he has not been sentenced. So restricting his movement will be infringing on his right, and I don't think that it will be a good image, even in the line of reconciling Ivorians, because we also know that he's highly hurt in Ivory Coast. So if he's back home, he's going to maybe accelerate maybe the reconciliation process. And we know that the politics in Ivory Coast is always very fragile, and people always take it very to extreme ends. So they should not continue to deteriorate the situation by keeping him out of Ivory Coast. Justement, c'est ce qu'on veut comprendre. Vous êtes un homme de droit. Il a été acquitté définitivement le 31 mars 2021. Et pourquoi c'est comme s'il était encore condamné, Charles Blé Goudé? Yes, that is why we say the Ivorian authority have to be reminded, because it's not the International Criminal Court that will issue him a passport. It is. Non, il demande que la CPI, la Cour pénale internationale, l'aide à obtenir, peut-être en faisant pression sur les autorités ivoiriennes. Yes, but they can do that help, but it will not. It's not like an obligation from the Ivorian authorities to issue him a passport. Yes, they can make the calls or make necessary pressure or do lobbying, but to issue a passport is a sovereign responsibility of the state. So what should be done is instead that people who are back home representing him or who are following up the process should instead be the one to put more pressure on the authority to make them understand that today he's a free man. There is no reason for keeping him on exile. It's better he comes back home, and they should instead see what he can bring, his return can bring to Ivorians. And if they look through that perspective, they'll see a reason that there is need for him to have his passport. They should not continue to infringe on his rights, and that if he's back home, at least he's going to bring something to the Ivorian politics. Voilà, justement, Dr Bema, on parle depuis de réconciliation
Le président Laurent Gbagbo est là de plus en plus, la réconciliation. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation alors que Charles Blé Goudé, le général de la rue, comme on l'appelait à l'époque, ne peut pas encore, il ne dispose pas de passeport, il ne peut pas encore retourner lui aussi en Côte d'Ivoire. Oui, c'est juste, vous savez que tous les problèmes peuvent être gérés au même moment. Oui. Ouais, le président Laurent Gbagbo, c'est un président. On gère d'abord son cas et puis les autres on va faire. Bon, le fait qu'il soit en Côte d'Ivoire maintenant, ça va apaiser beaucoup. Et puis la suite, on verra comment est-ce qu'un homme qui est libéré, totalement acquitté, doit aussi être libre de ses mouvements, c'est-à-dire rentrer dans son pays. Oui, son pays. Voilà. Donc je pense que ça sera la deuxième étape. Mais pour le moment, l'arrivée du président Laurent Gbagbo amorce la réconciliation de tout le peuple ivoirien avec la volonté du président Ouattara qui l'a accepté aussi, malgré la pression, parce qu'il y a aussi la pression derrière. Mais il pourrait aussi ne pas accepter, il pourrait aussi durcir. Bon, ça fait que les deux camps, depuis l'arrivée du président Laurent Gbagbo, je crois que les deux camps sont contents. Parce que le camp de Gbagbo pense que c'est une victoire. Après 10 ans de prison, il a été acquitté, donc c'est une victoire. Et il pense que la suite, c'est maintenant voir comment faire la vengeance. Parce que quand vous voyez l'effervescence sur la rue, on sent que les gens sont contents et ils attendent maintenant la suite, qu'il y aura d'autres choses. Bon, pour le pro-Ouattara, nous voyons que les gens ils disent que c'est la grandeur de l'esprit qui a fait à ce que le président Ouattara puisse arriver à dire que bon, il accepte l'arrivée du président Gbagbo sans inquiétude. Mais il y a aussi une troisième phase qui est que on peut penser que ce n'est que des pressions qui ont permis au gouvernement actuel d'accepter cela. Comme ça s'est passé en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Voilà. Éric Pépin Bikaï, comment comprendre quand même, je l'ai dit, le 31 mars, acquittement définitif, Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le 7 avril 2021, Conseil des ministres, à l'issue de ce conseil, le président Ouattara dit qu'ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais là, ça coince. Il y a un qui n'a pas de passeport. Comment comprendre ça? Présentement, Ouattara tient les rênes du pouvoir et l'objectif, ce n'est pas de faciliter, en fait, d'offrir un tapis rouge à ses adversaires. Oui. Pourquoi Charles Blé Goudé est, entre guillemets, encore dangereux pour le pouvoir actuel? Charles Blé Goudé, qu'on le veuille ou non, incarne la vérité politique de la Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un qui jouit d'une intelligence, d'une sagesse et d'un aura qui traverse les frontières ivoiriennes. Donc, quel qu'en soit les cas... Pourquoi le président Gbagbo est hors jeu? Non, Gbagbo, vous avez vu comment Gbagbo est arrivé. Il est assez, fatigué, il faut le dire réellement. Moi, dans mon schéma politique, je vois plutôt Gbagbo comme étant un faiseur de roi. C'est-à-dire, il va se reposer, il va faire ses deuils, ses multiples deuils. Il aura le temps de se reposer et maintenant il va essayer de voir sur l'échiquier politique ivoirien comment faire pour placer ses pions. En réalité, il s'agit de ça. Parce que hier, d'autres sont sacrifiés pour lui. Il est grand temps aussi, au soir de sa retraite, de se sacrifier également pour les autres. Donc, je disais que c'est M. Ouattara, c'est le président Ouattara qui tient les rênes de la Côte d'Ivoire et il ne peut pas dérouler le tapis rouge à ses adversaires. Sa méthodologie est choisie. Forcément, les compagnons sont d'accord qu'il a tenu compte du fait que Gbagbo est un ancien président et en l'acquittant à la CPI, on a justement réhabilité son statut d'ancien président. Il était important pour le président actuel de la Côte d'Ivoire de pouvoir faire respecter cela. Maintenant, votre question semble indiquer le contexte qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. Ouattara a également choisi le timing de retour de son adversaire, de son principal adversaire politique. C'est-à-dire après l'élection présidentielle, après l'élection des députés. Donc maintenant, nous sommes dans un calendrier où il n'y a pas une compétition. Donc ça donne droit au retour de Gbagbo pour se reposer. En attendant que toutes les parties aussi puissent affûter leurs armes. Parce que de l'autre côté, du côté de... Et pour Charles, est-ce qu'il y a une élection en vue? Pourquoi Charles ne rentrerait-il pas? Non, Charles a un rôle très important. D'abord, sur la réconciliation, parce qu'en réalité, c'est ce qui permet à ce que Charles Est-ce qu'il peut parler de réconciliation véritable aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec Charles Blé Goudé et encore
C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que Charles, durant tout son séjour à la CPI, a démontré par A plus B, documents, vidéos, que même avant la crise ivoirienne, il parlait déjà de la réconciliation. Ça veut dire que Charles Blé Godin ne sait rien faire d'autre que de parler, c'est-à-dire de travailler sur les thématiques de la réconciliation. Et c'est à partir de ça que son aura, son influence sera grandissante sur la scène politique ivoirienne. Donc, le faire venir maintenant forcément prépare les échéances futures. Parce qu'il n'y a pas que Charles qui soit encore dehors, il y a aussi Soro. Mais sauf que Soro également est sous le coup d'une extradition, parce qu'en réalité, il fait partie de ceux qui doivent aussi se retrouver à... En réalité, pour qu'il y ait justice, il faut le dire, il faudrait que M. Guillaume Soro passe aussi sur... comment vous appelez ça, Barista? Au tribunal, c'est-à-dire quand tu t'assois sur la chaise du juge, comment ça s'appelle? Le box des accusés. Voilà. Qui passe aussi devant le box des accusés et qui justifie son rôle dans la crise ivoirienne depuis 2002 jusqu'à son... c'est notre débat. En fait, ce sont des éléments qui peuvent nous permettre d'arriver à la réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, à Abidjan, il y a une bonne partie de ceux qui s'estiment être victimes qui sont en train de manifester contre le retour de Gbagbo. Mais maintenant, ceux qui ont été spoliés, disons ça, c'est-à-dire le camp de Gbagbo qui a perdu, eux, ils sont en train d'être contents parce que leur euro est revenu. Donc, il y a ce vide qui existe. Et ce vide, tout le monde connaît comment on peut faire pour arriver à construire un schéma normal. Il faudrait que l'autre côté se retrouve également à la CPI avec ses preuves. Argument contre argument pour démontrer qu'ils ont joué un rôle autre que celui de pouvoir faire tuer les Ivoiriens. Donc, vivement que Blé Goudé rentre, et nous souhaitons qu'il rentre le plus tôt pour qu'il puisse pour qu'il puisse se coller à cette actualité de réconciliation. Il ne viendra pas après réconcilier les Ivoiriens, pourtant on a besoin de lui maintenant. Ok. Voilà, Eric Yombi, revenons un peu sur l'épisode FPI Gore. On sait que pendant que le président Gbagbo était à La Haye, il y a Abdourahmane Sangaré qui était un inconditionnel, qui pilotait ce mouvement, cette branche, Gbagbo ou rien. Lorsqu'il décède en 2018, le président Gbagbo s'oppose ouvertement à ce que Simon Gbagbo prenne les rênes du FPI. Comment comprendre cette situation-là? Il y avait déjà de la tension dans l'air pendant que le président Gbagbo était à la CPI entre lui et son épouse. Pourquoi il s'est opposé à ce que Simon Gbagbo prenne les rênes du FPI Gore après le décès d'Abdourahmane Sangaré? Alors, il s'est dit ici à Abidjan que la situation de divorce qui est aujourd'hui portée au tribunal, c'est une situation qui date déjà de plus de 10 ans. Alors, bien entendu, ça veut dire que de manière opérationnelle, il ne souhaitait plus, n'est-ce pas, confier un certain nombre d'éléments politiques à celle qu'on peut appeler aujourd'hui, n'est-ce pas, son ex-épouse. Il se tournait déjà, n'est-ce pas, vers un avenir qui s'imaginait On a des petits soucis de son, le temps de permettre à Eric Yombi de bien se caler. Voilà, je vous pose la même question à vous, docteur Dalvaris Ngoudjou. Au-delà du privé, comment comprendre qu'en 2018, après la disparition d'Abdourahmane Sangaré, le président Gbagbo se soit opposé à ce que Simon Gbagbo, qui avait déjà été amnistié, prenne les rênes du FPI? Je pense, en fait, ça démontre juste qu'il y avait déjà une certaine tension dans l'air. Oui. Et je pense que la tension n'a pas seulement commencé en ce moment-là. D'autant quand même que Simone, c'est une dame de fer. Hein? C'est une dame de fer. Elle n'est pas qu'épouse du président. C'est une dame qui était dans la clandestinité. Une personne qui a fait la clandestinité, c'est une personne qui est coriace. Une personne qui a fait la clandestinité, une personne qui était dans le bunker avec Gbagbo quand on l'arrête, une personne qu'on a humiliée, une personne qui a fait la prison quand Gbagbo est à ses pays. Ouais. Elle est à Korogo Nord. C'est une femme qui a le caractère. Et comme les gens le disent, en réalité, si Simon, à mon avis, si Simon n'était pas ferme, si elle n'était pas là, je pense que Afingessa aurait tout contrôlé le parti. Parce que Afingessa était vraiment ferme là-dessus. Et il y avait des gens qui le soutenaient. Mais comme la figure de Simon était là, et avec l'ami de Gbagbo, M. Sangaré, il y avait certaines autres personnes qui avaient peur. Mais moi, je pense que... Parce que même quand il fallait diriger le pouvoir, notons quand même qu'à un certain moment, Gbagbo a toujours voulu soulever le drapeau blanc. Face au camp Ouattara, c'est Simon qui lui disait non.
Et pour cela, Simon avait pris des mesures. Le chef d'état-major, le général Mangou, c'est son cousin. Le chef de la garde républicaine, qui est toujours en prison, le général Dorboblé, c'est son frère. Ça veut dire, elle prend des mesures, elle positionne ces gars, elle dit, vous allez jusqu'au bout. En dehors de cela, quand vous écoutez même, quand elle s'exprime, les gars qui ont même resté jusqu'au fond, même au niveau de la garde présidentielle, même au niveau de la gestion même du matériel militaire, de l'arsenal de la garde présidentielle, c'était directement lié à elle. C'est-à-dire, elle était parmi les durs des durs. Et je pense qu'à un certain moment, et Barbeau, tout le monde sait que Barbeau, c'est un homme. Nous-mêmes, on l'a reproché à un certain moment, que Barbeau, lui, il est trop diplomatique, il est trop doux. Et qu'à un moment, il fallait même qu'il attaque l'hôtel Le Golfe. Alors que Simone, elle était de la branche forte. Moi, je pense que cette forte personnalité, à un moment, peut-être fait peur à un certain nombre de personnes. Et parce que Barbeau, parce qu'il faut bien comprendre que pendant la réconciliation, pendant les élections, qui était la directrice de communication ou de campagne du président Barbeau? C'était Nadi Bamba. Le quartier général de campagne de Barbeau, c'est le domicile de Nadi Bamba, où on l'a vu tout récemment à Cocody, là. Oui, à la Riviera, là. C'est la maison de Nadi Bamba. C'était là qui était au quartier général. Ça veut dire que moi, justement, donc Nadi était là, et vous voyez, quand une personne est directeur de campagne pendant une élection comme celle-là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de poids. Moi, je pense que les décisions qui sont prises en ce moment-là par le président Barbeau, même quand il était à Bruxelles, ça ne vient pas que de lui. Il y a des gens autour de lui qui influencent beaucoup, et parmi ces personnes, il y a Nadi Bamba qui voit en Simon Barbeau une rivale. Voilà, on va continuer rapidement. Oui, Eric Yombi, je crois que maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Vous pouvez aller, Eric Yombi. Je pense qu'il faut bien comprendre les positions du président Gbagbo par rapport à son nouvel avenir politique. Personnellement, je vois le président Gbagbo étant un sage qui va donner quelques orientations en ce qui concerne la réconciliation en Côte d'Ivoire. Quoique ses partisans aimeraient que même pour un an qu'il soit président de la République pour laver la France. Dans les différentes décisions qui sont prises, le fait qu'il décide, on le verra bientôt, d'officialiser sa relation avec Nadi Bamba, le fait, n'est-ce pas, de ne pas accorder antérieurement les rênes du pouvoir à Simone Gbagbo, ça montre bien entendu que la nouvelle trajectoire qu'il décide aujourd'hui d'emprunter, en réalité, il l'avait tracée depuis un certain temps. Et ça relève également ce que vous avez dit précédemment sur le plateau. Le président Gbagbo a été, à un moment donné, jugé trop mou parce que lui-même, n'est-ce pas, entouré de ceux qu'on pouvait appeler des faucons. Et quelquefois, il a été en minorité et il a été obligé de mettre sa personne, son aura, ou alors, bien entendu, sa trajectoire politique pour peser sur un certain nombre de décisions. Mais ce que nous verrons dans l'avenir, c'est certainement un homme qui est renouvelé, qui communique autrement. Mais s'il communique autrement, c'est parce qu'à côté de lui, non loin de lui, il a désormais une épouse qui a la méthode de la communication et qui a envie d'orienter sa communication en fonction de l'orientation que lui-même, le président Gbagbo, n'est-ce pas, souhaite donner à sa vie politique. Et la méthode qu'il a utilisée pour le moment, c'est le silence. Ça vous rappelle bien entendu un certain silence présidentiel quelque part, mais ce silence ici est en réalité un silence qui en dit beaucoup plus long par rapport aux grands traits qu'il trace par rapport à sa vie politique. Voilà, merci Eric Yombi. On se retrouve donc après le journal de Julien Berthe-Bissaï. Mais avant cela, une page de pub. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth.